L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au XIXe siècle, au XVIIIe pour certains, à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains, en amont de la conférence de Berlin en 1884, et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente et sanglante. Ils se plaisent à évoquer les travaux qu'ils ont effectués chez nous comme si c'était des cadeaux. Non. Alors, ces routes, ces chemins de fer qu'ils ont construits, c'est avec notre argent, notre sueur, notre sang et notre vie. Loin du discours sentimental dont les tenants du pouvoir français d'hier et d'aujourd'hui aiment nous abreuver, cette histoire a ensuite été marquée par des luttes d'indépendance, mais aussi, on n'en parle pas trop souvent, par les luttes syndicalistes contre le travail forcé, pour l'amélioration des conditions de vie des populations maltraitées par les compagnies occidentales et par des bagarres autour du foncier. Le narratif français de cette époque-là est généralement aux antipodes de ce que les populations connaissent et se remémorent. C'est brutal, c'est sauvage. L'histoire se poursuit ensuite avec le néocolonialisme, la nouvelle forme du colonialisme qui a vu le jour après l'octroi des indépendances aux pays africains, comme si l'indépendance s'octroyait. On l'a appelé ainsi parce que les indépendances ont fait croire aux gens que le colon partait, alors que la réalité a démontré qu'il n'en était rien, et que le colon est resté et qu'il a conservé tout son contrôle. C'est ainsi que notre histoire commune se poursuit avec les coups d'État, les changements de régime, qu'ils ont longtemps niés, mais qu'ils ont pourtant perpétrés grâce à leurs mercenaires comme Bob Denard, grâce à leurs légions étrangères ou grâce aux soldats africains qu'ils ont formés, peut-être même pour cela. C'est généralement lorsqu'ils ne sont plus aux affaires que certains chefs d'État français admettent du bout des lèvres leur forfait. Mais pourquoi éprouvent-ils donc le besoin de falsifier l'histoire? Là d'où je viens, c'est très simple. On dit que lorsque tu mens, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Les politiques français doivent d'abord cacher des choses à leur propre population, dont une partie est anticoloniale et une autre ignorante, se berce d'illusions quant à la grandeur de leur pays ou d'ignorance quant à la provenance de leur confort. Ils doivent ensuite mentir à la communauté internationale, car après s'être posés en défenseurs, en parangons de la démocratie, des lumières, des droits de l'homme, il leur est difficile d'admettre à la face du monde qu'ils ont renoncé à ces valeurs pour devenir des geôliers, des tortionnaires de ceux dont ils avaient la tutelle. À nous, Africains, ils mentent pour mieux nous leurrer, pour nous blaguer, pour nous intoxiquer, pour nous endormir, pour nous faire perdre notre estime de soi et surtout pour continuer à nous dominer et à nous exploiter. Mais avec nous, ils ont fait plus que mentir. Les éveilleurs de conscience, les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui ont eu accès à certaines informations ont été soit intimidés, soit éliminés. Nos dirigeants les plus indociles ont été éjectés ou assassinés. Mais comment font-ils pour falsifier et pour dominer?
Le néocolonialisme a un volet politique, un volet économique, un volet militaire et un volet culturel et social. Et pour chacun de ces aspects, il y a eu un discours précis dans lequel nous baignons encore. Si l'on regarde le volet politique, le narratif a présenté le néocolonialisme comme le choix des Africains eux-mêmes, exprimé à travers des chefs d'État complices, choisis et formés par le colon, et prêts à endosser le rôle d'immature irresponsable, manquant de capacités politiques et intellectuelles nécessaires pour se représenter eux-mêmes dans des instances que les colons ont créées dès 1945, alors que nos pays, en l'état actuel des choses, n'existaient pas encore. Ce discours nappé d'une pseudo-amitié nouvelle et des attaches dites historiques, dites indéfectibles, liant le maître et le sujet, c'est ce discours qui fonde la tutelle politique que nous subissons depuis plus de 60 ans au sein de l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. On peut aller plus loin. C'est ce narratif qui continue de justifier aujourd'hui encore en mars 2023 l'existence du statut de porte-plume dévolu aux anciennes puissances coloniales au sein des Nations Unies, qui leur réserve le droit de rédiger les résolutions et les communications présidentielles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur l'Afrique. Seul le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, a eu la dignité de le récuser il y a quelques semaines. Merci. Sur le plan économique, nos anciens maîtres ont écrit une histoire selon laquelle nos pays sont pauvres, nos économies sont faibles, n'ont pas de capitaux, n'ont pas d'industrie, n'ont pas de moyens et financiers pour se prendre en charge. Ce qui nécessite qu'ils gèrent notre monnaie, qu'ils nous fassent crédit, qu'ils nous apportent une aide qu'ils présentent comme un acte humanitaire pour leurs anciens sujets, pour nous aider à nous en sortir économiquement. Que pensez-vous du discours de Nathalie Yambe, qui est une figure publique qui s'engage activement dans les questions politiques et sociales en Afrique, en particulier en CE, qui concernent les droits de l'homme, la démocratie et le développement? Elle est d'origine camerounaise et est connue pour ses prises de position souvent controversées et ses critiques ouvertes envers certains régimes politiques en Afrique, ainsi que vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ces déclarations panafricanistes ont aussi contribué d'une manière significative à réveiller et à mettre en garde les Africains vis-à-vis des puissances étrangères qui viennent pour ruiner leurs richesses. Elle est l'une des activistes qui soutiennent l'Association des États du Sahel AES. Elle est une pierre qui trouble nuit et jour les plans sombres de la France contre l'Afrique. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un « j'aime » et abonnez-vous.